Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de votre fidélité à nos programmes. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevons un invité qui nous vient de la République du Congo, ancien ministre. Il est aujourd'hui le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Monsieur Pascal Tchati Mabiala est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La dernière élection législative a consacré votre parti comme la première force politique de l'opposition avec 8 députés. Est-ce que vous en êtes satisfait? Oui et non. Oui, parce que les 8 sièges nous permettent effectivement de prendre cette place, mais en réalité, nous aurions pu en avoir davantage. Et donc, nous passons de 7 sièges à 8 sièges. La progression est tellement faible. Et quand on a le nombre de sièges de l'Assemblée nationale, que vous soyez à 8, je crois qu'on n'exulte pas. À la vérité, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits parce que le poids qui est le nôtre aurait pu nous permettre d'avoir davantage. Quels sont les indicateurs sur lesquels vous tablez pour penser que vous allez faire mieux? Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour que vous fassiez mieux que la dernière fois, par Parce que nous avons plus travaillé. D'abord, nous avons plus travaillé. Et puisque sociologiquement, en réalité, on connaît un peu, sociologiquement, nous avons des fiefs établis et nous savons à peu près ce que nous pouvons avoir dans nos fiefs. Or, aujourd'hui, les 8 sièges ne correspondent pas à la force qui est la nôtre, la représentation qui est la nôtre dans nos fiefs. On aurait pu en avoir davantage. Mais est-ce que vous avez été satisfait des conditions d'organisation de l'élection quand même? J'ai dit qu'il y a une part de responsabilité de nous-mêmes, peut-être la plus grande. Mais aussi, il y a les dysfonctionnements et donc j'en attribue aussi le tort à la manière dont les élections sont organisées. Mais ça devient un peu le discours de tous les jours. C'est pour ça que je n'ai pas envie d'insister. Il nous appartient à nous-mêmes, justement, de sécuriser le vote, de nous organiser pour que tout cela aussi soit non pas annihilé, mais au moins atténué. Mais vous dites que ça devient le discours de tous les jours. À juste titre, non? Ou bien vous pensez qu'à des moments donnés, vous avez exagéré les faits? À juste titre, mais nous contribuons justement à moderniser notre système électoral, qui n'est pas le meilleur en Afrique. Il y a la fiabilisation du corps électoral, il y a toujours des problèmes. Vous savez, on est allé à cette élection sans que nous ayons un corps électoral vraiment fiable, puisqu'il y a eu des cas insolites où les inscrits ne retrouvaient plus leur nom, où ceux qui avaient le nom n'avaient pas de carte d'électeur. Enfin bref, des choses impensables aujourd'hui. C'est pour ça que nous disons qu'il y a une part de responsabilité de l'administration électorale, de la manière dont les élections sont organisées. Ceci étant dit, je nous dis une fois de plus que nous n'en attribuons pas la seule responsabilité à ces dysfonctionnements. Mais le parti au pouvoir quand même estime que certains partis se sont fait champions dans les appels à la fraude, les dénonciations pour masquer leur contre-performance. Est-ce que c'est le cas de l'UPADS? Oh, pas du tout. Non. J'entends. Mais peut-être, je ne vais pas parler à la place de ces partis, mais moi je parle de mon parti, parce que moi, j'ai une appréciation, j'ai une analyse de ce que notre propre participation, la manière dont nous sommes organisés, je pense que mieux organisés, plus outillés, nous aurions pu éviter un certain nombre de dysfonctionnements qui existent fort bien. Mais je dis, ça n'est pas la première cause. La nouvelle constitution de 2015 institue quand même le statut de chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, dans la configuration actuelle, on voit que vous pouvez prétendre à ce poste, comme votre collègue Guy Brice Kolela. Vous pensez que à qui ça devrait revenir de droit? C'est la loi qui le réglera. C'est la loi, l'interprétation et l'application de la loi. Nous avons, c'est peut-être ce qui a été bien fait par Kolela et moi-même, nous avons participé à l'avant-projet de cette loi. Donc nous y avons contribué. Nous avons voté la loi. La loi est claire. C'est le parti de l'opposition qui a le plus de sièges. C'est clair. Aujourd'hui, nous sommes à égalité. Il faut bien que l'on trouve le moyen de départager. Ce n'est pas moi, justement. Mais justement, vous avez participé à la rédaction de l'avant-projet. Et nous avons voté la loi. Et donc, vous avez exprès laissé des ouvertures dedans, parce que là, on se retrouve dans un cas où on saura vraiment comment trancher. Si, on saura. Vous savez, le droit, il y a une interprétation. Parce qu'après, il y aura les questions d'interprétation. On dira que non, on aurait pu interpréter de telle ou telle manière, parce que c'est des questions à polémique après. Et qui ne sont pas réglés d'office. On aurait pu y penser plus tôt, non? Je pense qu'on évitera la polémique. Il y a une disposition de la loi, si je m'en souviens. Il y aura un élément pour le départager. Je crois qu'il y aura des éléments
Je ne voulais pas entrer dans ce qui n'est pas de mon sort, de mon ressort plutôt, de ma responsabilité. Le gouvernement, les organes judiciaires habilités à dire le droit diront que sur cette question, qu'est-ce que l'on fait? On va évoluer dans cette émission et parler de votre pays, un peu le Congo, qui se retrouve aujourd'hui en récession, si je n'exagère, hein, se retrouve en récession. D'abord, est-ce que, quand on connaît le passé de ce pays, vous y attendez à une situation pareille? Nous avons, en tant que parti d'opposition, en tant qu'UPADES, nous avons maintes fois attiré l'attention du gouvernement sur les dérapages sur la dette. Il y a un an, nous nous sommes inquiétés de ce que le niveau de la dette était en train de s'élever de manière exponentielle. C'est vrai, le pays doit se construire. Le pays doit se construire avec des infrastructures modernes. Et on ne peut pas se construire sans s'endetter. C'est vrai, c'est aussi un fait. Mais nous avons attiré l'attention du gouvernement qui avait risque justement, ce que notre dette qui avait été annulée, donc nous avions quand même une situation qui était la plus normale possible, et qu'en si peu de temps, nous avions déjà atteint les sommets de notre niveau d'endettement, et qu'il fallait observer là, certainement de la prudence, que nous étions déjà à plus de 60% du PIB, que nous étions au-delà des 70%, c'est le top de la CEMAC, et qu'à ce moment-là, nous avons même demandé qu'il y ait une espèce d'observatoire de la dette. Parce que ce n'est pas la première fois. Dans les années 80, nous sommes arrivés également à une telle situation. Après le boom pétrolier des années 80, nous sommes arrivés aussi à un niveau d'endettement tel que nous étions obligés d'entrer sous les cours de dette, de se placer sous les couches codines du Fonds monétaire international. Donc s'endetter, c'est un sport national. Ce n'est pas un sport national. Tout comme. Hein? On doit s'endetter pour se développer. Oui, il n'y a pas de développement sans endettement. Le problème, mesure, quand même. Exactement. Et nous avons attiré l'attention du gouvernement qu'on devait faire extrêmement attention. Est-ce que vous avez été entendu? Écoutez, entendu, je n'en suis pas sûr puisqu'on ne s'est pas. La vraie question se trouve au niveau de ce que, jusqu'à 2014, on voyait encore des finances publiques avec des budgets excédentaires quand même. Comment, en l'espace de 2 ans seulement, on se retrouve au creux de la vague comme ça? C'est étonnant quand même, non? Qu'est-ce qu'on a fait au moment où on gagnait beaucoup d'argent? Monsieur Babila, vous vous trompez là. Vous posez ces questions au gouvernement, pas un député de l'opposition. Ces questions, nous les avons posées au gouvernement et nous n'avons pas reçu les réponses appropriées, les réponses que nous attendions. Nous n'avons pas reçu. Donc, il faut recevoir à cette place le gouvernement pour dire, mais est-ce que l'opposition n'a pas attiré votre attention sur le niveau de l'endettement qui était en train de repartir, alors que nous avons eu quand même l'annulation de la dette. Nous sommes partis de zéro. De l'avis de certains économistes, on estime que le pays est resté trop dépendant du pétrole. Quelle est votre solution à vous pour qu'on puisse devenir moins dépendant de cette ressource? Il n'y en a pas 1000. Et tous les pays pétroliers ont ce problème, malheureusement. Mais c'est la diversification de l'économie. Il faut faire passer la part du pétrole dans le budget à moins de 50%, comme certains pays pétroliers ont pu le faire. Nous, on est toujours en train d'y réfléchir. On n'est pas encore arrivé. C'est vrai que la dépendance du pétrole crée justement ces problèmes. Dès qu'il y a un décrochage du marché pétrolier, les conséquences sont immédiates sur nous. Je crois que le vrai problème, c'est celui-là. Si le marché pétrolier était toujours ce qu'il était il y a 5 ans, il y a 4 ans, avec notre niveau de production, je pense que tout ceci serait couvert. Et le gouvernement, malheureusement, a misé sur un marché pétrolier qui se situait au-dessus de 100 $ le baril. Mais aujourd'hui, on est devant la réalité. Certainement, des mesures se prennent. Quelle appréciation portez-vous sur ce qui se fait aujourd'hui pour s'en sortir et pouvoir voir l'avenir? Ah, c'est très bien. La différence avec nous, UPADES, pour nous, je crois qu'il s'agit plus simplement de dire le gouvernement a eu tort de faire ceci, soit c'est dépassé. Nous savons que le président a eu une très mauvaise appréciation de la situation économique et financière, de la conjoncture économique internationale, du marché pétrolier, de l'évolution du marché pétrolier. Ceci étant dit, on ne va pas continuer à radoter sur ça. C'est maintenant d'être ensemble pour sortir le pays de marasme. Ensemble, c'est-à-dire? Avec le gouvernement, avec... un gouvernement d'union, vous voulez dire? Ah oui, il faut imaginer toute solution d'apaisement dans le pays pour que nous sortions de cette situation, en tous les cas, qui nous accable tous. Et vous êtes optimiste que ceux qui sont au pouvoir sont ouverts à ces genres de propositions? J'exhorte le gouvernement, j'exhorte les autorités, les plus hautes autorités, à faire en sorte que nous allions vers justement des solutions qui soient consensuelles.
Vous savez, c'est lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des situations difficiles dans le pays, qu'il y a l'union sacrée. Les critiques, c'est bien. Nous les avons faites le moment. Nous les avons faites à un moment donné. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit ensemble de proposer des solutions qui sortent le Congo de cette situation lamentable. Parce qu'il y va de notre survie, il y va de la survie du peuple congolais. Ce n'est pas en critiquant, ce n'est pas en formulant les injures, les insultes que cela s'arrangera. En tout cas, pour nous, nous ne sommes pas de cet avis-là. Monsieur Tchassim Abiala, lors d'une de vos récentes sorties, vous avez dit une phrase qui a laissé croire qu'il existe des prisonniers politiques dans ce pays. Est-ce qu'il en existe réellement? Je vais vous poser la question tout à l'heure, mais avant, on va marquer une petite pause. Chers téléspectateurs, on vous retrouve dans quelques instants.